Nous sommes le vendredi 17 décembre 2021, il est 9h27 et le live de TV Finance se poursuit alors que le CAC 40, comme nous le prédisait Antoine Quesada en début d'émission, le CAC qui vient de passer au-dessus des 7000 points puisqu'il est à 7008 points en hausse très légère de 0,05%. Et afin de continuer à nous éclairer, à vous éclairer sur l'actualité des marchés financiers, nous rejoignons tout de suite Éric Galliègue. Éric qui est président de Valcan Expertise et qui va nous dresser un bilan de la semaine écoulée. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Et comme d'habitude, donc Éric, vous allez nous éclairer sur les principaux faits macroéconomiques de cette semaine et leur impact sur les évolutions de marché. Dans un premier temps, Éric, quel est votre bilan de la semaine ? Le bilan de la semaine est positif aux États-Unis et relativement neutre en France et en Europe. Donc on a eu de la volatilité, mais globalement donc un bilan quasiment nul pour les actions françaises et européennes, une légère hausse des actions américaines, donc plus 1%, tel qu'on peut le voir sur le tableau affiché. Du côté de l'euro-dollar, on est donc dans une grande stabilité. Ça fait déjà 3 semaines qu'on reste autour de 1,13 sur la parité entre notre monnaie et la monnaie américaine. Ok, merci Eric. Du côté de l'actu, donc l'actu financière et économique cette semaine qui a été évidemment accaparée par les annonces et différentes annonces des banques centrales. On commence avec la Fed qui accélère son tapering, Eric. Oui, c'est une confirmation en quelque sorte dans une semaine qui a été très chargée sur l'actualité monétaire. La première news monétaire et la plus importante, bien sûr, concerne la Fed avec la confirmation d'une augmentation donc du tapering qui passe de 15 à 30 milliards de dollars. Donc on va effectivement avoir d'ici 3 mois de nouveaux achats, mais qui sont de moins en moins importants. Et donc au mois de mars, il n'y aura plus de quantitative easing aux États-Unis. Donc c'est un point qui est bien sûr important. Cette nouvelle confirme que la Banque centrale américaine commence à s'inquiéter un petit peu de l'inflation et qu'elle donc va probablement augmenter ses taux d'intérêt l'année prochaine. C'est l'hypothèse qui est faite par les gouverneurs votants donc de ce comité de politique monétaire des États-Unis qui attend donc 3 hausses de taux au cours de l'année prochaine. C'est un changement effectivement très important. Cela montre que la Banque centrale est en train progressivement de normaliser sa politique monétaire dans un contexte qui demeure inflationniste, comme on le sait. Ok, très bien. On passe à la BCE qui réduit son programme d'urgence de soutien à l'économie européenne. Alors oui, c'est vrai que la communication est différente. Il y a peut-être moins de clarté en quelque sorte sur les chiffres qui sont annoncés. Par exemple, pour les États-Unis, on parle d'un tapering qui passe de 15 à 30 milliards par mois. Donc on diminue de 30 milliards par mois jusque mars prochain, donc les achats, alors qu'ici on évoque donc une réduction de cette création de monnaie, donc du PE2P, donc du dispositif exceptionnel lié à la pandémie. Donc ce dispositif exceptionnel va se terminer en mars, comme prévu depuis longtemps par la Banque centrale européenne. Simplement, le deuxième dispositif, le dispositif APP, dispositif entre guillemets normal d'achat d'actifs, va être renforcé à partir du second trimestre 2022 de façon, d'une certaine manière, compenser la fin du PE2P. Alors tout ceci est un peu compliqué. Simplement, cela montre que la Banque centrale donne de la visibilité sur la liquidité en 2022 et sur les taux. Elle donne surtout de la visibilité aux États de la zone euro, puisque la Banque centrale européenne va financer 75% des déficits publics de la zone euro dans le cadre donc de ces dispositifs de rachat d'obligations publiques. C'est une baisse puisque 75% c'est donc beaucoup moins que 120% de financement donc de ces déficits tels qu'on a pu le voir au cours de l'année 2021. Il n'empêche, cela montre que la BCE a probablement un nouvel objectif aujourd'hui, c'est tout simplement financer les États. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. On poursuit ce tour de tour des communications de banque centrale avec la Banque d'Angleterre, qui augmente son taux directeur un peu à l'encontre de ce que anticipaient les marchés, Eric.
Alors oui, nos amis anglais sont toujours un peu différents des autres, hein, on le sait, ça date pas d'aujourd'hui, mais effectivement, la Banque d'Angleterre a augmenté donc son taux directeur qui est passé de 0,1 à 0,25. Alors bon, c'est 0,15%, hein, c'est pas des montants astronomiques, et c'est vrai il y a beaucoup là-dedans de communication qu'autre chose. C'est un peu une réaction face à l'inflation qui a dépassé 5% en Grande-Bretagne, qui est quand même importante, et c'est une réaction qui est enfin, c'est une décision qui a été prise malgré donc la flambée épidémique outre-Manche, hein, sur le variant Omicron. On a bien compris que ce variant est extrêmement contagieux, mais qu'il est moins grave dans ses effets, dans ses pathologies. Néanmoins, on ne sait jamais ce qui pourrait advenir donc de cette épidémie, et c'est pour ça qu'on a été un peu surpris de voir la Banque centrale britannique augmenter ses taux, ce qui est quand même assez paradoxal par rapport à la situation économique et sanitaire. Par ailleurs, c'est paradoxal dans la mesure où le programme de quantitative easing de la Banque d'Angleterre est maintenu, ce qui à nouveau confirme d'une certaine manière que les banques centrales ont désormais pour mission de financer les États, dans la mesure où l'enveloppe générale donc, de ce quantitative easing britannique représente 895 milliards de livres et est composée dans sa très grande majorité d'une enveloppe d'achat de bons du Trésor, d'obligations émises par le Trésor britannique, ce qui est bien un refinancement en quelque sorte du déficit de Sa Gracieuse Majesté. Sa Gracieuse Majesté, merci Eric. On finit avec une variable macroéconomique, le Producer Price Index, le PPI, qui est en hausse, hein, c'est ça, au mois de novembre aux États-Unis. Oui, il est en hausse très importante, hein, c'est justement le sujet. Ce PPI, on le mesure de différentes manières, mais bon, il est en progression d'une dizaine de pourcents, plus ou moins 10% suivant les mesures qui sont faites. Ici, c'est une hausse mensuelle qui est de 0,8%, alors que le consensus attendait 0,5%. Le PPI Core, donc le PPI corrigé en fait de ces variables volatiles, notamment l'énergie, est quand même en hausse de 0,7% au lieu de 0,4% anticipé sur un mois. C'est donc bien le signe que du côté de la production, donc les prix à la production sont en train de flamber aux États-Unis. On le voit sur le graphique, on est au plus haut depuis 40 ans. Donc il y a quand même, de notre point de vue, un problème de ce point de vue-là. Ça vient bien confirmer que l'inflation qui aujourd'hui atteint des sommets, l'inflation à la consommation, ou le concept même d'inflation, devient un problème sérieux et en ce sens un problème aussi pour les entreprises, parce qu'il faudra bien un jour qu'elles payent en quelque sorte ce PPI, elles le payent, et si elles le payent réellement et qu'elles ne peuvent pas, je dirais, le transférer aux consommateurs via le CPI, comme on le voit bien sur le graphique, eh bien ça risque de peser sur leur marge. Le vrai risque de l'année 2022, c'est les risques sur les bénéfices des entreprises. C'est ce que nous montre aussi cet indicateur PPI. C'est très clair, Eric. Du coup, est-ce que la hausse des salaires qui est attendue aux États-Unis pourrait également impacter les niveaux de marge des entreprises, donc leurs bénéfices, donc finalement les valorisations in fine? Est-ce que finalement tout ça veut dire que vous anticipez une baisse des indices américains notamment sur 2022? Alors, la baisse des indices peut effectivement procéder d'une baisse des profits, hein. Il y a d'autres facteurs que ça, évidemment, mais en ce qui concerne les profits et les salaires, donc qui est la première question, oui, la hausse des salaires peut se répercuter négativement sur les profits si les entreprises ne compensent pas finalement cette hausse des salaires par une hausse de la productivité ou de leur efficacité. La hausse des salaires, ça rémunère le travail, mais ça rémunère aussi donc la productivité. Donc si cette productivité n'est pas en rendez-vous, ce qui malheureusement semble être le cas par rapport donc, aux statistiques macroéconomiques publiées la semaine dernière, la productivité qui a baissé fortement, si cette productivité baisse, ça veut dire que finalement la hausse des salaires n'est pas justifiée, et donc cela peut effectivement se traduire du côté des entreprises par une baisse des marges si elles ne peuvent pas répercuter dans les prix de vente donc cette hausse des salaires, ce qui semble être le cas puisque le CPI donc monte moins vite que le PPI. Donc tout ceci est un sujet évidemment compliqué. En tout cas, ce qui ressort en synthèse de ces phénomènes, c'est que globalement, les entreprises vont avoir plus de difficultés à maintenir leurs marges en 2022, me semble-t-il, notamment par rapport aux prévisions qui sont faites aujourd'hui par les analystes, qui demeurent quand même relativement généreuses.
Je vous remercie Eric, merci beaucoup pour ces précisions, vous êtes très clair. Quelle est votre synthèse de la semaine, Eric, votre notation? La synthèse, elle est quand même un petit peu négative. Alors c'est sûr que il y a du côté de l'économie des nouvelles relativement rassurantes, c'est-à-dire qu'il y a un ralentissement économique, mais pas une remise en cause de la croissance elle-même. On le voit bien sur les différents indicateurs, je dirais concomitants, qui ont été publiés par différents organismes, mais globalement, on a quand même du côté monétaire un signal négatif, donc une notation négative de moins 2 points, donc moins 1 pour la Banque d'Angleterre et moins 1 pour la Fed, et qui est en partie compensée par cette décision de la BCE que nous, on interprète plutôt positivement, considérant que cette visibilité sur le financement des États est quand même extrêmement importante pour donc une zone géographique qui est habituée à des déficits importants, notamment dans sa zone sud. Donc ça, c'est un élément qui est positif. Donc si on rajoute à ça l'élément négatif de la hausse du PPI, on se retrouve donc avec une semaine dont la note de l'actualité est négative de moins 2. Très bien, très clair, merci beaucoup. Dans cet environnement, quelles seraient vos recommandations d'investissement, Eric ? Alors, nos recommandations aujourd'hui, c'est d'un point de vue tactique, pour les éléments de court terme, donc pour la partie, je dirais, gérée d'une façon tactique des portefeuilles, nous sommes très très prudents. Donc, on considère qu'aujourd'hui, il y a un risque de correction à la baisse de l'ordre de 10% qui est complètement justifié et qui serait sain. Alors, on ne l'a pas encore vécu, mais un peu le sentiment que la hausse de la volatilité qu'on vit depuis quelques semaines, avec cette difficulté à interpréter, même d'un point de vue technique, on le voit bien sur les différents intervenants techniques de ce matin, c'est pas évident, eh bien moi j'interprète ça comme le sentiment que le marché pourrait corriger, voilà, une dizaine de pourcents pour nous, ça serait bien, ça nous permettrait de revenir positif d'un point de vue tactique sur le marché. Nous sommes positifs d'un point de vue stratégique, dans les portefeuilles de détention longue, dans les portefeuilles d'investissement. Il faut rester sur les actions, là-dessus on n'a pas de doute, mais en termes tactiques, donc nous sommes plutôt dans l'attente d'une correction lors de 5-10% des marchés. Et ça d'ici à la fin de l'année, Eric, ou sur quel horizon de temps, quelle unité de temps ? Alors la fin d'année, c'est quand même très très bientôt, donc ça serait vraiment faire une prévision sur un horizon qui n'est pas le nôtre. Donc oui, moi voilà, on va dire que cette baisse, elle pourrait se faire dans les 3 mois qui viennent, d'ici le mois de mars. Finalement, le mois de mars, c'est le rendez-vous monétaire important, puisqu'au mois de mars, le dispositif PE2P sera terminé en Europe. Il va être relayé par le dispositif APP en Europe, mais aux États-Unis, on n'aura plus de new money en quelque sorte qui va se déverser sur le marché puisqu'il n'y aura plus de quantitative easing et qu'en revanche on sera dans une logique de hausse de taux. Donc c'est vrai que ça, je ne suis pas sûr que le marché l'ait bien compris. S'agissant du marché directeur en quelque sorte, le marché américain, c'est quand même plus important que beaucoup d'autres marchés, évidemment. Donc voilà, c'est une prévision donc, de prudence avec l'hypothèse d'une correction qui pourrait se produire dans les mois qui viennent. Ok, très clair. Je vous remercie, Eric, pour vos précisions, vos prévisions et éclairages. Et je rappelle que vous êtes donc président de Valcon Expertise. Eric, nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau point stratégique. À la semaine prochaine, Eric.